Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur plus d'1 milliard d'Ouguiya MRU. Tel est le montant que l'État a décidé de débloquer pour le financement des activités du programme spécial d'appui à la résilience des groupes ruraux au niveau de la wilaya du Hod el-Sharqi. Ce programme, qui s'inscrit dans un contexte caractérisé par le déficit pluviométrique, la prolifération des feux de brousse, la destruction des pâturages, en plus de l'afflux de réfugiés maliens vers la wilaya, s'étalera sur une période d'1 an et profitera à près de 355 000 personnes dans différentes zones du Hod el-Sharqi. Le programme comprend 6 volets qui concernent l'hydraulique, l'élevage, l'agriculture, la santé, l'éducation et enfin la sécurité alimentaire. Pour nous édifier sur ce programme, nous recevons sur notre plateau ce soir M. Cheikh Abdallah Iwa, coordinateur de la cellule de coordination, suivi et évaluation des projets et programmes de développement du Hod el-Sharqi. Monsieur Mohamedou Ould-Tijani, président du conseil régional du Hod el-Sharqi, merci et bonsoir. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler, je vous propose de suivre ce reportage de Yedali Fall qui revient sur le lancement du programme spécial d'appui à la résilience des groupes ruraux dans la wilaya du Hod el-Sharqi. Ce programme a été approuvé lors du Conseil des ministres du 6 décembre 2023 sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Qazouani. Le nombre de bénéficiaires est d'environ 355 000 individus dans différentes localités du Hod el-Sharqi pour une durée d'1 année. Ce programme spécial vise à soutenir la population avec les moyens de production agricole et pastoraux, la préservation du bétail, le soutien à la sécurité alimentaire, l'encouragement de la production agricole et le renforcement des infrastructures sociales, notamment la santé et l'éducation. Le programme s'inscrit dans un contexte caractérisé par la faible pluviométrie et son manque de régularité et la multiplicité des incendies et l'érosion de quelques pâturages qui en ont résulté. Le programme comprend 6 composantes. La première, eau, au cours de laquelle 30 nouveaux puits équipés d'énergie solaire seront creusés équipés. 19 autres seront équipés d'un système d'énergie solaire, 21 réseaux d'eau potable seront réhabilités et 10 nouveaux réseaux d'eau potable seront mis en place. La deuxième composante concerne l'élevage. 30 stations pastorales équipées, 50 nouveaux puits pastoraux seront aménagés, 40 étables de vaccination seront construites, des aliments de bétail seront achetés et mis à la disposition des éleveurs. Le troisième volet, agriculture. Ce volet nécessite 400 km de clôture pour protéger les exploitations agricoles et la construction de 13 barrages aux spécifications techniques élevées. La quatrième composante, santé, qui comprend la construction de 4 points de santé et la réhabilitation de 9 points de santé, l'achat de 15 ambulances équipées de GPS. La cinquième composante touche l'éducation qui vise la construction d'écoles viables. La sixième composante est la sécurité alimentaire qui porte l'approvisionnement des magasins avec la possibilité d'en ouvrir de nouveaux. Ce programme vise à redresser certains des déséquilibres structurels dont souffre la région du Hod el-Sharqi. Malgré son importance, elle est toujours en retard dans les indicateurs de développement humain par rapport au développement moyen du pays, que ce soit en pourcentage de scolarisation ou d'accès à la santé, à l'eau et à l'électricité. Le programme spécial sera mis en place grâce aux efforts conjugués de plusieurs départements. Rebonsoir et pour commencer, monsieur le coordinateur, je pense qu'avant de parler du lancement concret le vendredi dernier de ce programme, il n'y a pas de mal à faire un petit rappel des politiques de l'État au sein de cette wilaya depuis la fameuse table ronde de 2021 qui avait permis de collecter 100 et quelques millions de dollars. Merci beaucoup. Merci d'abord à la télévision de nous offrir cette opportunité pour édifier l'opinion publique sur cet important programme qui a été annoncé par le gouvernement sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
En réalité, le Hod al-Sharqi est une région qui jouit d'une importance particulière pour le gouvernement. Donc j'en veux comme preuve tout ce qui a été déjà entamé dans cette région depuis la mise en place de la stratégie régionale de croissance accélérée de prospérité partagée, qui a été fait de manière consensuelle dans cette région, suivant l'approche territoriale intégrée. Donc ça permet d'associer tous les acteurs locaux territoriaux à faire un diagnostic du territoire, de ses problèmes, et de proposer toutes des stratégies et des politiques qui sont à même de répondre aux priorités des populations et de soulager les populations sur les véritables défis auxquels elles font face. C'est ainsi que, comme vous l'avez rappelé, en novembre 2021, une table ronde avait été organisée, durant laquelle le gouvernement a présenté à ses partenaires au développement, notamment les partenaires de l'Alliance Sahel, toute sa stratégie et sa vision pour le développement du Hod al-Sharqi. Cette vision, à l'époque, avait eu l'adhésion des partenaires, parce qu'on a eu à l'époque plus que ce qu'on avait demandé, plus que l'on avait sollicité de ces partenaires-là. Et actuellement, 2 ans, un programme avait été élaboré pour 6 ans, donc de 2021 donc pour 6 ans. Et ce programme devait être financé à hauteur de 118 millions. Et là, le gouvernement avait alors créé une structure chargée justement de transformer ces annonces en projets et de mobiliser ces ressources-là. Actuellement, 2 ans après la mise en place de cette structure, qui est la cellule de coordination, 90% des montants annoncés ont été effectivement mobilisés à travers 18 projets. Donc, en plus de tout cela, le gouvernement a continué ses politiques traditionnelles, classiques dans cette région, à l'instar des autres régions. Donc ce sont les programmes de Ta'azur, les autres programmes classiques du gouvernement. Et exceptionnellement cette année, le gouvernement a décidé de mettre en place un programme spécial, sur lequel je pense qu'on va revenir sur ces causes et les actions qui sont prévues dans ce programme spécial. Monsieur le Président, quelle appréciation faites-vous en tant qu'élu et également les habitants de votre wilaya de ces politiques de l'État qui tendent un peu à faire de cette wilaya un pôle économique? Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir communiquer sur ce programme spécial qui est consacré à la région du Haut-Sharqi. Nous considérons également, comme vous l'avez si bien dit, que ce programme vient à point nommé, parce qu'en fait, comme vous savez, la région du Haut-Sharqi vit cette année une situation difficile, causée bien sûr par un déficit pluviométrique remarquable, et qui est également confronté à un certain nombre d'éléments qui font que la pression sur le pâturage et également la rareté d'eau et la pression sur l'ensemble de recherches naturelles soit bien sûr négativement affectée par ces effets. Donc nous considérons également que ce programme, comme vous l'avez si bien dit, vient à pallier un certain nombre de dysfonctionnements de certains programmes déjà en cours dans la wilaya et qui ont connu des retards remarquables. Et je pense que ce programme permettra de corriger ces dysfonctionnements et permettra également à affronter, sinon satisfaire, les inquiétudes des populations durant cette année qui s'annonce difficile. À cet effet, nous remercions d'abord le président de la République et le gouvernement pour avoir pensé si tôt aux préoccupations de ces populations, pour un peu mettre en place ce programme qui va bien sûr répondre à l'ensemble des préoccupations des populations et dont ces composantes sont bien adaptées, non seulement à la période, mais bien adaptées également aux préoccupations des populations. Ce qui fait que c'est les questions de l'eau, des infrastructures animales, des infrastructures agricoles, donc la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, ce qui fait que c'est des problèmes réels qui se posent au niveau de la région dans cette période. Mais nous considérons également que ce programme ne doit pas souffrir essentiellement de retard. Parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, comme j'ai dit, c'est une situation exceptionnelle, c'est un programme d'urgence qui répond à une urgence, à une action. Ensuite, c'est un programme également qui vient dans une période qui s'annonce une période électorale du président de la République. Donc, ce qui fait que il faut que nous, élus,
qui étions d'ailleurs très préoccupés par la situation. Il faut dire qu'on était très préoccupés par la situation qui prévoit la région. Mais si, comme le gouvernement, le président de la République a répondu à travers ce programme, nous sommes rassurés au moins pour que ces populations soient d'abord bien mobilisées et soient engagées au président de la République, auprès du président pour les élections prochaines, mais surtout que ces populations soient rassurées sur leur avenir, l'avenir du pays, à partir du moment où ils vont voir leurs conditions de vie s'améliorer au cours de cette période difficile. Monsieur le coordinateur, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de ces populations et des critères également que vous avez mis en place pour sélectionner les personnes ayant droit à ce programme, à cet ambitieux programme? Mais je vais d'abord revenir sur les raisons de la mise en œuvre de ce programme. Comme le soulignait tout à l'heure Monsieur le Président, le Hod Sharqi est une région très particulière. C'est une région qui a 1200 km de frontière avec le Mali, avec des zones où malheureusement il y a une forte tension et une forte insécurité actuellement, ce qui fait qu'il y a un afflux massif de réfugiés maliens dans cette région. Actuellement, le camp de Mberra à lui seul accueille plus de 104 000 réfugiés, ce sont les chiffres du HCR, et il y a plus de 50 000 réfugiés qui sont venus cette année. Donc ces populations sont venues avec leur bétail pour la plupart, augmenter déjà le nombre de populations qui étaient là. Cette wilaya est connue comme étant l'une des plus peuplées du pays. Et en plus, comme l'a souligné M. le Président, cette année, la région a connu une pluviométrie très faible. Donc les pâturages sont très mauvais, pour la plupart, si elles ne sont pas décimées par les feux. Parce que jusqu'à présent, nous avons enregistré plus de 35 feux de brousse qui ont décimé quelque chose comme à peu près 500 km² de pâturage. Donc c'est vous dire. Et en plus, cette année, nos populations qui étaient habituées depuis des siècles à faire la transhumance vers le Mali, vu la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays, ne peuvent plus le faire. En tout cas, c'est risqué pour elles. Donc c'est pourquoi les populations actuellement, les éleveurs, on s'est rendu compte qu'elles n'ont pas transhumé vers le Mali. Donc en plus du bétail existant, le bétail qui vient avec les réfugiés, il y a aussi le bétail qui jusqu'à présent faisait la transhumance vers le Mali. Et en plus, il y a aussi des Mauritaniens qui habitaient au Mali, dans cette zone, depuis longtemps, les retournés. Actuellement, on a recensé plus de 8000 retournés dans cette zone. Donc tout ceci fait que cette région est très fragile cette année, a connu une fragilité exceptionnelle, et c'est pourquoi le gouvernement a décidé de mettre en place un programme spécial. Donc ce programme va viser en priorité les zones frontalières, la bande frontalière, toutes les communes frontalières avec le Mali, mais aussi les poches de vulnérabilité qui se trouvent dans cette région. Parce qu'on sait que la majorité du bétail qui transhumait vers le Mali venait des zones d'Aoukar, des zones qui sont un peu éloignées par rapport à la frontière. Donc ce sont des populations également qui vont bénéficier de ce programme. Donc nous pensons que, de manière générale, la population du Hod Sharqi dans son ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que cette population a une vocation beaucoup plus pastorale qu'agricole. Donc la population du Hod Sharqi dans son ensemble va bénéficier soit directement, soit indirectement de ce programme. Donc le programme, il a été conçu de manière aussi assez consensuelle avec les élus. Donc il y a eu des réunions qui ont eu lieu au niveau avec les maires et les hakems pour identifier les priorités par rapport aux axes qui ont été définis. Donc ces réunions nous ont permis d'identifier des actions à faire. Donc il y a 6 actions. Il y a 6 domaines en tout cas, sur lesquels on pourra revenir après. Et les localités aussi cibles ont été proposées par les élus et les acteurs territoriaux. Donc à partir de tout ça, le gouvernement, à travers des comités interministériels, a concocté ce programme. Mais je tiens à rappeler que ce programme a été fait de manière consensuelle avec les élus, avec les autorités locales, donc tout le monde a participé à sa conception et à l'identification des actions qui vont être faites dans ce programme-là. Donc ce programme, pour répondre à votre question, va bénéficier pratiquement aux populations de manière générale. Parce qu'il y a des actions qui vont toucher de manière directe ou indirecte pratiquement toutes les populations de la wilaya. Mais aussi les réfugiés qui sont venus en grand nombre dans la région. Monsieur le Président, vous avez été associé à cette initiative. Justement, je voulais revenir un peu sur cette question, comme disait le coordinateur tout à l'heure. Nous considérons effectivement que pour la réussite d'un programme et pour son impact réel sur les conditions de la population, il faut qu'il soit bien identifié, il faut que l'identification soit consensuelle et qu'il soit bien coordonné avec l'ensemble des acteurs et des intervenants au niveau de la région, en l'occurrence, bien sûr, l'administration territoriale, les services techniques déconcentrés de l'État, les élus, en l'occurrence, les collectivités territoriales, mais aussi les populations bénéficiaires. Et dans ce cadre, je considère qu'effectivement, comme disait le coordinateur tout à l'heure, cette phase
a été entamée, mais il serait opportun, il serait utile qu'elle soit encore plus approfondie, pour la simple raison, comme je disais tout à l'heure, que l'identification des actions suppose d'abord que les zones qu'on a identifiées doivent être des zones fiables pour les projets et les activités qu'on va exécuter. Il faut également que les activités identifiées soient des activités qui sont fiables et qui sont génératrices de revenus, productives pour les populations. Et il faudrait également que ces populations qui sont identifiées soient des groupes vulnérables. Et je pense que ça, si vraiment on s'en tient tous dans ce cadre, l'ensemble des acteurs à ce niveau, je pense que le programme sera bien conçu et éventuellement sera bien exécuté. Ce que nous demandons aujourd'hui, comme je l'ai dit, que les populations ont besoin de voir les conditions de vie s'améliorer rapidement. Parce qu'en fait, c'est là où le programme sera un programme réussi et qui va répondre aux aspirations des populations, mais aussi aux aspirations des hautes autorités qui ont mis en place ce programme. Donc, je considère que c'est des procédures que nous tous, nous devons s'atteler à ça, que nous devons être associés et essentiellement qu'il y ait également, comme son nom l'indique, c'est un programme d'urgence. Donc, ce qui fait qu'il doit bénéficier de toute procédure d'urgence et de toute facilité qui permettra que les activités, que le programme soit exécuté dans les meilleurs délais et surtout avec la qualité qu'il faut et que les populations puissent en bénéficier rapidement. Et Monsieur le coordinateur, quelles sont les composantes de ce programme et est-ce qu'on peut en parler une à une pour édifier nos téléspectateurs sur ces 6 composantes du programme d'urgence? D'accord, mais je tiens quand même à rappeler que nous étions jusqu'à présent dans la phase d'identification des actions. Et cette phase jusqu'à présent a été faite de manière consensuelle parce que nous détenons les procès-verbaux des comités départementaux signés par tous les maires de toutes les communes de la wilaya, donc qui ont identifié les actions et les lieux dans lesquels ces actions doivent être menées. Actuellement, des missions techniques sont sur le terrain pour voir si techniquement ces propositions qui ont été faites par les élus sont faisables techniquement. Donc actuellement, c'est ainsi que pour les barrages par exemple, le ministère de l'Agriculture a envoyé depuis la semaine passée des missions sur le terrain pour voir les endroits, les lieux qui sont susceptibles de pouvoir accueillir ces 13 barrages qui sont prévus dans le programme. Bon, pour répondre à votre question, ce programme, on a 6 composantes. La première est la composante hydraulique qui a pratiquement 19% du montant global. Et donc il s'agit ici de réaliser 30 nouveaux forages. Donc là aussi, la liste des sites dans lesquels ces forages doivent être réalisés, a été déjà pré-identifié par les maires, par les autorités locales et par les autorités départementales, les hakem notamment. Donc il s'agit de faire 30 nouveaux forages et d'équiper 19 forages existants avec des systèmes d'exhaust solaire, de réhabiliter 21 réseaux d'adduction d'eau potable existants et de construire 10 nouvelles AEP. Donc ça pour la composante hydraulique. Pour l'élevage? Pour l'élevage maintenant qui aussi va consommer 19% du montant, il s'agit de faire des stations pastorales. Comme vous le savez, cette région donc, a une vocation pastorale par essence. Et nous pensons, le ministère de l'Élevage et les acteurs territoriaux ont pensé qu'il serait bon de mettre en place des stations pastorales qui vont contenir des forages avec château d'eau, mais aussi des abreuvoirs dans des zones de forte concentration du bétail. Donc il y aura 30 stations pastorales qui vont être mises en place, 40 parcs de vaccination, parce que vous savez que la santé animale est un souci majeur du gouvernement. Donc, augmenter le taux de vaccination du bétail à travers 40 parcs de vaccination et 50 puits pastoraux. Donc là aussi, ce sont sur demande des autorités locales que des puits pastoraux vont être mis en place dans des zones où il y a des pâturages, mais il n'y a pas d'habitation. Donc ce sont des puits essentiellement à vocation pastorale. Et la quatrième composante sous-composante de cette composante est l'aliment de bétail. L'aliment de bétail pour pouvoir subvenir aux besoins des éleveurs. Pour la composante agriculture qui va mobiliser plus de 26% du montant, il s'agit donc de clôturer par 400 km linéaires des clôtures, parce que vous savez qu'actuellement avec la concentration de bétail, aussi bien le bétail qui était existant, le bétail en transhumance ou le bétail revenant du Mali, il y a fort risque de dégradation des cultures. Donc c'est pourquoi on a décidé de mettre en place un programme pour la protection des cultures dans des zones où les cultures ont été faites cette année. Mais aussi réaliser des barrages
13 barrages de retenue d'eau qui vont avoir une convocation de renforcer la nappe, ou de réalimenter la nappe existante, mais aussi de permettre des activités génératrices de revenus aux populations. Bien entendu, ce programme aussi a deux autres volets qui sont les volets santé et éducation. Dans le volet santé, il s'agira de construire 4 nouveaux postes de santé. Et là aussi, ce sont les acteurs locaux, notamment les services régionaux de la santé, les services déconcentrés de l'État, qui ont proposé les endroits dans lesquels ces postes de santé doivent être construits, en tenant compte du taux d'accessibilité sanitaire, du taux de couverture sanitaire, du taux d'accessibilité géographique, et ainsi de suite. Et aussi, on va réhabiliter 9 postes de santé existants, mais qui étaient dans un état de délabrement avancé. Et aussi équiper 13 postes de santé, c'est-à-dire les 9 réhabilités et les 4 construits, et mettre à disposition des services de santé 15 ambulances dans la zone. Pour le volet éducation, il s'agira pour le ministère de l'Éducation de mettre fin à ce qu'on appelle les écoles sous les hangars. Oui, c'est ce qui est dit. Donc, il est dit qu'elle vise à éliminer les écoles sous les huttes, l'alternance des classes et les écoles. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui, malheureusement, il n'y a pas de construction. Des écoles qui sont encore dans dessous des hangars. Donc, il s'agira d'éradiquer ces écoles-là avec la construction de 56 classes. Donc, ces écoles sont déjà ciblées, sont déjà connues, les écoles qui sont sous hangar. Et donc, il s'agira de les éradiquer carrément. De même, il y a des écoles qui sont en banco précaire dans les chefs-lieux de communes. Donc, ces écoles aussi vont être construites en dur. De même que les écoles qui sont en rotation. Il y a des écoles qui sont en rotation aussi bien au niveau des chefs-lieux de la wilaya que des chefs-lieux de Mokata. Donc ces écoles qui sont en rotation vont être construites pour permettre aux enfants d'avoir calmement, tranquillement des écoles qui leur permettent de faire leur cursus scolaire fondamental. Aussi, on a des écoles sans local, sans locaux. Des écoles où ce sont les parents d'élèves ou parfois la commune qui met à la disposition une maison dans laquelle donc, il va abriter cette école-là. Donc là aussi, le ministère de l'Éducation a prévu cette catégorie-là. La 6e composante est celle relative à la sécurité alimentaire. Donc là aussi, le commissariat à la sécurité alimentaire va mettre en place une stratégie qui va permettre aux populations, notamment au milieu rural, d'avoir accès aux prix de base à des prix compétitifs. Vous savez, avec l'arrivée des afflux de réfugiés, avec toute la situation, il y a risque, il y a même déjà des phénomènes d'augmentation des prix de denrées alimentaires. Et même des problèmes parfois d'approvisionnement du marché. Parfois, il y a certaines localités qui ne sont pas bien approvisionnées. Donc, le gouvernement, à travers le commissariat de la sécurité alimentaire, va mettre en place un dispositif qui va permettre de pouvoir alimenter les boutiques, alimenter les banques de céréales, pour permettre aux populations de pouvoir avoir accès à ces produits alimentaires subventionnés. Monsieur le Président, est-ce que ces composantes, telles qu'elles ont été énumérées tout à l'heure par le coordinateur, répondent aux attentes des populations de votre wilaya? Est-ce qu'elles pourront mettre, ou du moins trouver des solutions à ces problèmes? Bien sûr. Non, moi je pense que par rapport aux différentes composantes du programme, on s'est bien identifié. Et c'est des activités également qui répondent aux aspirations des populations et peuvent satisfaire leurs besoins et leurs priorités. Mais comme je vous ai dit, surtout dans cette conjoncture difficile pour la région, où il y a beaucoup de layas comme on a soulevé tout à l'heure. Nous, ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est vraiment un bilan concret par rapport à la mise en œuvre de ce programme. Parce qu'en fait, on considère qu'un programme bien conçu, concerté, coordonné, doit avoir un résultat. Donc, ce qui fait que je demande également, pour encore une fois, que toutes les structures chargées de la mise en œuvre du programme, que ce soit les départements sectoriels, que ce soit les institutions publiques, puissent abroger toutes les procédures et mettre l'ensemble des techniques qu'il faut pour que ces programmes soient réalisés, comme je l'ai dit, dans les meilleurs délais. C'est ça qui peut soulager les souffrances des populations, qui peut soulager les incompatibilités de tout ça. Donc, on est tout à fait d'accord sur l'ensemble des composantes, sur la mobilisation, sur la volonté qui est là et les fonds qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre du programme. Maintenant, on doit s'atteler, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le réitère, pour sa mise en œuvre, pour que ce programme puisse donner le résultat qu'il faut. Le résultat que l'on attend tous. Et de quel département va relever la mise en œuvre ou en pratique de ce programme?
Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce programme a 6 composantes et chaque département sectoriel va être chargé de l'exécution de la mise en œuvre du volet qui le concerne. Et le ministère de l'économie et du développement durable, à travers la cellule de coordination, va faire la coordination entre les différents intervenants. Donc, c'est nous qui allons faire le reporting, justement pour répondre au souci du président, que ce souci de transparence et de bonne gestion du programme a été déjà évoqué par plusieurs fois et rappelé plusieurs fois par son Excellence le Premier ministre lors des différents comités interministériels qui ont eu lieu sur le sujet. Donc je tiens à rassurer que le gouvernement va tout mettre en œuvre pour qu'il y ait plus de transparence, de traçabilité sur l'exécution des programmes. Donc ce programme est un programme d'urgence qui va être fait sur 6 mois. Donc déjà, comme je l'ai dit, les missions techniques sont sur place. Après la première identification qui a été faite avec des acteurs locaux, les missions techniques sont sur place pour identifier la faisabilité technique, notamment des barrages, des zones où il y a éventuellement les zones où on va mettre les forages, des études géophysiques, etc. Donc ça, c'est une phase qui est en cours déjà et le gouvernement rapidement va passer à l'action pour que ce programme puisse avoir des impacts sur les populations. Car comme vous le savez, la situation dans la région est très difficile, très délicate cette année. Et donc, ce programme spécial, c'est un programme spécial, donc à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Donc les mesures mais cela ne va pas se faire au détriment de la transparence, au détriment de la bonne gestion. De la qualité surtout. De la qualité des travaux. C'est pourquoi au niveau de la cellule, en coordination avec le conseil régional et en coordination surtout avec la wilaya et les autorités administratives et les maires, donc un dispositif régional de suivi va être mis en place. Il a été déjà conçu. Ce dispositif régional va permettre de suivre exactement la faisabilité, enfin l'exécution des projets, de faire un dispositif de suivi et même d'évaluation de l'exécution des projets et programmes qui vont être mis en place. Donc pour chaque action, on aura la redevabilité et la traçabilité et il y aura des comptes rendus hebdomadaires qui vont être faits au niveau de la wilaya pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, avec qui ça a été fait et par qui ça a été fait et surtout voir si les programmes répondent vraiment aux objectifs qui avaient été assignés par le gouvernement. Justement, c'est ce que je voulais savoir, puisque indépendamment de l'administration et des élus, est-ce que les bénéficiaires ont été associés et est-ce que également la société civile a été impliquée, connaissant un peu son effort dans le cadre de... Et encore une fois, c'est un programme spécial. Donc, c'est un programme spécial, ce n'est pas les programmes classiques du gouvernement qui font l'objet de concertation élargie au niveau de la base, avec les populations, avec la société civile, tout cela. Donc là, on a travaillé avec les représentants des populations que sont les élus. Les élus, d'autant plus qu'actuellement, la région, on a eu un renouvellement du personnel communal, des élus. Donc ces élus, ces maires sont tous venus. On a discuté avec eux tous les aspects de ce programme et ce sont eux qui vont après assurer le suivi avec nous, avec les autorités administratives, avec le conseil régional pour voir si justement ce programme a été fait selon... Mais jusqu'à présent, la concertation a eu lieu avec les élus de manière particulière et avec les autorités administratives, mais aussi avec les services techniques déconcentrés de l'État. Et les équipes qui ont été envoyées sur le terrain, est-ce que la finalité de leur rapport va être au niveau de la cellule qui va en coordination avec les autres départements et ça doit être la seconde phase, faire des propositions puisqu'ils sont quand même sur le terrain actuellement. Absolument, absolument. Ouais. Ces équipes sont sur le terrain, elles sont en parfaite coordination avec nous. Ouais. Vous savez, par exemple, ces équipes qui sont sur le terrain vont répondre à des questions très particulières. Oui. Comme par exemple, nous avons 13 barrages à mettre en œuvre, à réaliser, 13 nouveaux barrages carrément. Donc pour la réalisation de ces barrages-là, il faut des zones qui répondent à certaines normes techniques. Donc l'identification, il y a une liste de barrages qui avait été proposée lors de la réunion de Léman. Donc les autorités avaient proposé, les élus avaient proposé une liste. Donc sur ces listes-là, on va prendre... mais pour cela, il faut vraiment une étude technique préalable qui va être faite. Et ces services techniques qui sont sur le terrain coordonnent parfaitement avec nous pour justement l'identification. Et une fois cette identification faite, on va revenir encore au niveau des comités départementaux, présidés par les hakems et avec les maires, et revenir sur le comité régional, présidé par le wali et le président du conseil régional, pour l'approbation définitive du programme. Et s'ajustant un peu du problème des réfugiés maliens,
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous attendez aussi bien de la CELIL, des autorités, puisque c'est quand même urgent, et des populations qui se retrouvent du jour au lendemain aux abords des frontières ou entre les frontières, entre le Mali, la Mauritanie. Que peut faire l'État pour la région et secourir également ces populations? Moi, je pense que par rapport à cette question des réfugiés, qui est une question cruciale, c'est une pression. Une pression extrêmement difficile. Mais comme vous le savez, notre devoir humanitaire et de voisinage nous impose à accueillir ces réfugiés et à pouvoir répondre à leurs besoins essentiels. Ceci dit, ça nous permettra d'abord, aussi bien les sociétés administratives que nous, les collectivités territoriales, d'accentuer encore davantage d'efforts pour que ces services soient d'abord présentés de façon urgente, mais aussi que ça soit exécuté dans un cadre un peu d'équité. Parce qu'en fait, comme vous le savez, ces réfugiés vont faire la pression sur tous les services de base, sur la santé, sur l'éducation, sur le pâturage, sur même l'habitat. Et ça va créer également une certaine frustration par rapport aux populations hautes. Donc ce qui fait qu'il est de notre devoir, nous tous, autorités, mais surtout, et nous avons déjà lancé un appel pour demander l'assistance humanitaire de nos partenaires au développement, pour lesquels on réitère également cette demande, et en plus de l'effort de l'État qui est déjà fait et que toutes les mesures de sécurité, de mise en œuvre des activités ont été prises. Mais il serait extrêmement important pour nous de veiller à ce que la situation des réfugiés soit traitée de façon très habile. Comme je vous ai dit, et surtout que nous avons déjà un camp qui était là et on avait la possibilité de pouvoir maîtriser cette situation de réfugiés au niveau de camp d'Embere avec toutes les activités qui sont exécutées dans le cadre du partenariat entre l'État et les partenaires de développement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement le camp d'Embere, parce que tous les réfugiés maintenant s'infiltrent au niveau de l'ensemble de la bande sud de la région, ce qui fait que ça va nous demander énormément d'efforts et doubler d'efforts pour d'abord assurer d'identifier réellement et de recenser ces réfugiés et de pouvoir également chercher là où il faut les installer pour que cet accueil soit un accueil raisonnable et humanitaire. Mais comme je l'ai dit, il serait important également que des programmes de développement soient développés au profit non seulement des réfugiés, mais aussi des populations. Des groupes d'accueil également. Par rapport justement à cette situation, comme vous le savez, la Mauritanie accueille depuis plusieurs années des réfugiés maliens, surtout de la bande frontalière, notamment dans la Moukata de Basseknou. Et la Mauritanie a toujours déployé des efforts. Actuellement, on est cité un exemple. Lors du dernier forum mondial sur les réfugiés, la Mauritanie est cité un exemple de coexistence pacifique, car nous sommes l'un des rares pays où il n'y a jamais eu de confrontation entre les populations hautes et les populations réfugiées. Et les réfugiés se sentent chez eux. Ils sont sécurisés, ils sont protégés. Actuellement, dans le camp d'Embera, le système sanitaire est complètement pris en charge par l'État. Donc, ils bénéficient du système d'enrôlement dans l'État civil mauritanien à travers le cadre des réfugiés. Ils ont tout le système de protection qu'il faut. Donc, ils ont tous leurs droits en tant que réfugiés et n'ont jamais été l'objet de maltraitement ou de discrimination. Mais actuellement, nous sommes confrontés à une situation très particulière du fait que dans la situation internationale et qu'il y a beaucoup de foyers de tension dans le Sahel, mais aussi dans d'autres pays. Et on a l'impression que les partenaires sont un peu éparpillés dans cela. Et tout ceci se fait au détriment justement du camp de Merah. C'est pourquoi, pas plus tard que la semaine passée, le ministre de l'économie avait convoqué les partenaires au développement pour un plan de contingence interagence qui a été fait de manière concertée là aussi, un plan de contingence de 12 millions de dollars sur une année, sur une année ou 6 mois, qui va être fait justement au profit de ces réfugiés-là. Aussi, il y a un plan de résilience donc ce plan de contingence, il a été déjà fait, adopté entre le gouvernement et les partenaires pour venir en aide aussi bien aux nouveaux réfugiés qu'aux populations hautes. Parce qu'actuellement, si on regarde la situation dans le Houd Sharqi, la commune de Megve, par exemple, actuellement a reçu pratiquement le triple de sa population. Des villes comme Vassala ont vu leur population multipliée par 4 en moins d'une année. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une forte pression sur les communautés hautes, sur les populations locales. Et c'est pourquoi ce plan de contingence va permettre justement de pouvoir venir en aide aussi bien à ces réfugiés-là qu'aux populations hautes. Et d'ailleurs, tous les programmes de l'État
qui sont mises en œuvre dans cette zone, donc vont dans cette optique-là, dans l'optique de la coexistence pacifique entre les réfugiés et les populations hôtes. Aussi, le gouvernement réfléchit actuellement avec ses partenaires au développement à un programme de résilience, un programme spécial pour permettre aux populations, justement, à ces réfugiés, de pouvoir vivre d'elles-mêmes, d'être résilientes, de pouvoir compter sur leurs propres ressources pour pouvoir faire face justement à ces chocs qui d'un moment à l'autre interviennent au niveau de cette bande frontalière. Est-ce que un plan, c'est bien un plan d'urgence, mais 6 mois, est-ce que cette période est suffisante pour ce programme? Par rapport aux actions qui ont été déjà arrêtées, nous pensons que ces 6 mois, c'est largement suffisant. Ce plan peut même être réduit, parce que mis à part les travaux importants, notamment au niveau des barrages, tout ça qui demande un peu de temps, tout le reste peut être fait en moins de 6 mois. Donc 6 mois est une période tout à fait raisonnable pour mettre, parce qu'il s'agit ici, on est dans l'urgence. On est dans l'urgence et donc le gouvernement doit rapidement mettre en œuvre toutes des actions pour venir en aide à ces populations qui sont dans une situation exceptionnelle. Donc nous pensons que 6 mois, c'est largement suffisant pour la majorité, en tout cas 90% des composantes du programme qui pourront se terminer avant juin 2024. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, il vient d'évoquer ce problème de coexistence, de cohabitation entre aussi bien les populations qui accueillent et les réfugiés. Est-ce qu'au niveau de la wilaya, vous avez pensé à un plan de sensibilisation, à mettre à profit par exemple les stations radio et les médias qui sont sur place pour sensibiliser sur l'importance de cette coexistence? Tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, cette phase est essentielle parce qu'en fait, nous, en tant qu'élus, en tant que représentants des populations, également, nous avons toujours réfléchi à une stratégie, comme vous avez si bien dit, de sensibilisation et de conscientisation, non seulement pour les populations, dans le cadre, bien sûr, de cet afflux, pour permettre également aux populations d'être d'abord avisées de la nouvelle conjoncture, de la nouvelle situation et de ces populations qui nous considérons que nous avons le devoir de les accueillir. Et effectivement, cette campagne de sensibilisation a permis également à nos populations de prendre conscience d'abord du fléau, mais essentiellement, nous avons également demandé aux autorités de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour également canaliser cet afflux et les mettre, bien sûr, sous le contrôle, bien sûr, de l'ensemble des autorités municipales, autorités policières et ainsi de suite, parce que vraiment la situation soit maîtrisée et qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement qui pourra être attentatoire à la sécurité, à la quiétude de nos populations. Donc je pense que c'est vraiment une situation qui a été prise, qu'on a essayé de pouvoir maîtriser très tôt avec l'ensemble des acteurs intéressés et que nous pensons que dans cette conjoncture, cette situation pourra ne pas avoir d'effet négatif sur la quiétude et la stabilité des populations. Monsieur le coordinateur, oui, allez-y. Mais je reste toujours, comme disait tout à l'heure le coordinateur, effectivement, ce programme également, qui a déjà été, et on a parlé d'identification, effectivement, après l'identification, il serait intéressant, voire opportun, comme disait le coordinateur tout à l'heure, que de pouvoir voir après bien sûr les services techniques, dans le cadre régional et départemental, quelles sont réellement les actions qui ont été retenues et qui sont exécutoires dans les meilleurs délais, parce qu'en fait, il s'agit d'un programme d'urgence, il doit pouvoir. Mais aussi, je rappelle qu'il serait extrêmement intéressant, et ça on le dit au gouvernement et les structures qui vont exécuter le programme, comme je vous ai dit, d'abroger toutes les procédures, de pouvoir également, parce que comme vous savez, le programme il est pour 6 mois. On est même en train de pouvoir le contracter à 3 mois. Mais ceci suppose que les procédures, les procédures, que ce soit administratives, financières et tout ça, il faut que les départements sectoriels prennent conscience de ça et de pouvoir maintenant abroger, voir la possibilité d'aller à l'avant pour que ce programme soit exécuté et surtout assurer un suivi également de proximité
pour la mise en œuvre de ces activités. Parce qu'il s'agit des activités quand même qui sont tous sur le terrain. C'est des barrages, c'est des infrastructures vétérinaires, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité alimentaire. Donc ça demande effectivement un suivi de proximité et des équipes mobilisées avec l'ensemble des intervenants pour que les résultats escomptés soient atteints. Monsieur le coordinateur, vous avez entendu et écouté le président du conseil régional. Est-ce que ces soucis sont pris en compte au niveau de la cellule? Et indépendamment de ça, qu'attendez-vous des médias pour accompagner la mise en œuvre de ce programme? D'autant plus que vous avez de nouvelles habitudes, une autre culture, des gens qui sont appelés à cohabiter, à coexister ensemble. Qu'est-ce que la cellule prévoit dans ce cadre? Absolument, les soucis de M. le Président du Conseil régional sont tout à fait légitimes et tout à fait normaux. C'est des soucis qui sont effectivement pris en compte, parce que pris en compte dans la mise en œuvre du programme, mais aussi et surtout dans un volet extrêmement important qu'il a souligné, celui du suivi. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'annoncer des actions, mais encore faut-il que s'assurer que les actions vont être faites, vont être bien faites dans les règles de l'art, conformément aux procédures, aux objectifs qui avaient été arrêtés. Et ça, c'est un souci majeur du gouvernement, que le ministre de Son Excellence, M. le ministre de l'Économie, ne cesse de nous répéter et qu'il suit personnellement. Il tient à ce que ce programme soit bien exécuté, donc c'est quelque chose qu'il suit de très près et que tout le gouvernement suit de très près et que donc les soucis de Monsieur le Président sont tout à fait légitimes. Maintenant, par rapport à la coexistence pacifique avec les réfugiés et le rôle des médias, déjà nous avons la radio Bassiknou qui joue un rôle extraordinaire en matière de coexistence pacifique entre les réfugiés et les populations hautes. Déjà, il y a des émissions en tamashek, à la radio, mais aussi des émissions en Peul, Bambara. Toutes les ethnies qui sont justement présentes sur le terrain se retrouvent à travers des émissions qui visent justement à encourager cette dynamique de coexistence pacifique et de cohabitation entre les populations hautes et réfugiés. Vous savez, les populations du Hod el-Sharqi sont déjà habituées parce qu'elles accueillent des réfugiés maliens depuis quelques décennies maintenant. C'est plusieurs vagues donc, en fonction donc, de la recrudescence des événements là, de l'autre côté. Et il y a une tradition, une culture, parce que les liens, vous savez, les frontières sont artificielles chez nous. Et donc les liens qui lient ces populations sont très forts. Et donc les populations du Hod el-Sharqi s'entendent très bien avec les réfugiés. Et tout ceci se passe en parfaite harmonie et l'État veille à cela. Donc l'État, à travers tout le dispositif de sécurité qui est mis en place, veille à ce que les réfugiés d'abord se sentent chez eux en Mauritanie, qu'ils soient protégés, qu'ils bénéficient de toute l'assistance à laquelle ils ont droit et qu'ils aient des cartes, donc des cartes qui leur permettent de pouvoir s'adonner à leurs activités librement. Et même, on pense beaucoup, à travers tous les programmes qui sont mis en œuvre, à l'autonomisation des réfugiés et à leur résilience. Parce que nous ne voulons pas aussi qu'on continue dans cette logique de dépendance, d'éternelle dépendance des réfugiés. Et donc, toutes les actions, toutes les politiques qui sont mises en place, tous les projets et programmes visent principalement l'autonomisation de ces réfugiés-là, leur résilience, mais aussi renforcer les capacités de résilience des populations locales à travers des actions de développement local qui visent justement à renforcer le niveau de vie des populations. Donc le gouvernement est conscient de cette problématique et des mesures concrètes ont été mises en œuvre aussi bien dans ce programme spécial que dans le plan de contingence qui a été fait avec les partenaires. Parce que il ne faut pas oublier que ce programme spécial est un programme gouvernement à 100%. Donc c'est le gouvernement qui l'a décidé d'abord, c'est le gouvernement qui l'a conçu et c'est le gouvernement qui va le mettre en œuvre. Et c'est lui qui va le suivre. Mais les partenaires au développement, étant donné que le Hod el-Sharqi... Quel est le rôle justement de ces partenaires au développement? Justement, les partenaires au développement, étant donné que le Hod el-Sharqi est considéré comme une zone de convergence, il y a beaucoup de partenaires de développement qui sont dans la région. Actuellement, on travaille avec eux sur un plan de contingence. Donc ce plan de contingence va partir de manière parallèle, simultanément avec le programme d'urgence, sans qu'il y ait des interactions. Donc le plan de contingence, on pourra y revenir une autre fois si vous voulez. Non, mais quelle appréciation faites-vous déjà de ce plan de contingence? Il n'est pas encore mis en œuvre. Ouais, oui, on est actuellement en phase de plaidoyer. En phase de plaidoyer. Donc la semaine passée,
le ministre de l'économie a tenu une réunion. Et qui porte sur quoi? Il porte justement sur des actions prioritaires qui vont être faites pour la prise en charge de cet afflux massif de réfugiés, des réfugiés, mais aussi des populations hautes, parce qu'actuellement, on est dans une démarche hors camp. On s'est rendu compte que le camp de Mberra est largement saturé, a dépassé ses capacités d'accueil, et donc actuellement, on est dans une logique hors camp. Donc il s'agira de renforcer les capacités d'accueil au niveau des localités, la commune de Megve notamment, la commune de Vassala, mais aussi à Derbagro, jusqu'à Djigeni, jusqu'à Fereni, qui reçoit actuellement les réfugiés. Donc c'est toute cette bande frontalière-là, renforcer les capacités d'accueil des populations à travers des actions donc, aussi bien dans l'humanitaire que dans le développement. Et Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ces efforts sont suffisants pour arriver à bout ou au moins atténuer les conséquences de cet afflux vers votre wilaya? Non, je pense que c'est des efforts qui sont tout à fait loués. C'est des efforts effectivement qui vont donner un résultat, sans nul doute. Seulement, comme je vous ai dit, c'est des essais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience rapide de ces efforts et la prise de conscience de la gravité de la situation qui a été constatée rapidement et qui a permis également aujourd'hui que que les programmes soient élaborés, que les acteurs soient identifiés et que les activités, tout ça, ça permettra également qu'il y ait une prise de conscience réelle. Et si, une fois, comme je l'ai dit, ces programmes sont exécutés, je pense que normalement la situation doit pouvoir s'acheminer vers une quiétude, une stabilité, voire une autosuffisance des populations dans leur terroir. Est-ce que l'enveloppe financière est suffisante pour aller au bout de ce programme d'urgence? Oui, les actions qui ont été jusqu'à présent arrêtées dans le cadre... L'enveloppe qui est de 10 milliards MRO, 1 milliard MRU. Donc ce programme, c'est les actions, donc je pense que ce montant couvre largement les activités qui ont été arrêtées jusqu'à présent dans le cadre de ce programme-là. Mais je vais revenir, si vous voulez, sur le plan de contingence. Donc le plan de contingence divise d'abord la protection des réfugiés à travers le renforcement de la sécurité, de l'enregistrement. Parce que vous savez, il y a des réfugiés qui viennent mais ils ne sont pas enregistrés. Parce que pour la procédure d'enregistrement, il faut passer par des points, les points qui sont connus, les points d'entrée qui sont connus. Mais actuellement, avec la situation, les populations viennent sans passer par justement. Mais il faut aller les trouver là où elles sont et les enregistrer pour justement mieux les protéger. Donc ça, c'est l'aspect protection est extrêmement important. Donc le plan de contingence va aussi viser la santé mobile, des cliniques mobiles qui vont être mises en place, des dépistages de la malnutrition et bien entendu l'approvisionnement en médicaments. Il y a aussi un aspect extrêmement important qui est l'aspect de l'accès à l'eau potable, le programme Watch et l'environnement, parce que là aussi des points d'eau, des camions citernes vont être mis en place, mais c'est un programme de latrine d'urgence va être mis en place, un programme de sécurité alimentaire et bien sûr un programme d'abri. Parce qu'aussi, il y en a qui viennent dans des zones où il n'y a pas d'abri. Les populations sont malheureusement parfois sous des arbres, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc là, le plan de contingence va leur permettre de pouvoir être dans des conditions plus ou moins décentes pour pouvoir mieux faire face à tous les problèmes qu'ils auront à rencontrer. Maintenant, mais ça, c'est le plan de contingence qui est mis en place, qui va être mis en œuvre par 24 agences du système des Nations Unies. Donc chaque agence va avoir ses actions dans le cadre de ses attributions. Maintenant, le gouvernement a ce programme spécial qui va mettre en œuvre. Déjà, on a arrêté toutes les actions, les sites ont été arrêtés de manière consensuelle. Donc les missions d'identification, comme je l'ai dit tantôt, sont sur le terrain. Et nous pensons que ce programme d'urgence, ce programme spécial, avec tout le dispositif qui a été déjà élaboré par le gouvernement, et avec ce suivi rigoureux qui va être fait par le Conseil des ministres, parce que chaque 2 semaines, on va rendre compte de l'évolution de la situation, de l'évolution des projets. Donc, on va permettre justement d'améliorer sensiblement les conditions de vie et de répondre aux besoins les plus urgents des populations du Hod Sharqi dans ce contexte très particulier. Tant mieux. Allez-y, Monsieur le Président, vous avez un mot à... Donc, moi, je pense qu'on a fait le tour de la question, mais nous avons cette habitude quand même de vous laisser dire un dernier mot, puisque je pense qu'on est à la fin du temps imparti à cette émission. Oui.
Je commence par vous, monsieur le coordinateur. Un dernier mot, Oui. c'est juste rappeler que sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président public, le gouvernement a déjà 4 réunions de comités interministériels ont été tenues sur le processus de programme-là. Et ceci dénote de l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la bonne mise en œuvre, d'abord à la bonne conception de ce programme et à sa mise en œuvre. Donc il y a 4 réunions interministérielles présidées par le Premier ministre qui ont été déjà tenues autour de ce programme. Donc le gouvernement va tout faire pour que les actions prévues dans ce programme soient réalisées conformément aux objectifs qui ont été assignés, mais aussi dans la transparence totale avec l'implication de tous les acteurs concernés. Et aussi ce programme va permettre de renforcer les services techniques déconcentrés de l'État. Parce que si l'hydraulique, le ministère de l'hydraulique par exemple, va réaliser des forages ou des AEP, c'est à travers la délégation régionale qui va jouer un rôle primordial. Donc ceci va permettre de renforcer la déconcentration, de renforcer les moyens de ces services déconcentrés de l'État, et ceci bien entendu, mais aussi renforcer la décentralisation. Car les communes et le conseil régional sont des acteurs extrêmement importants dans la mise en œuvre et le suivi de ce programme-là. Donc ceci est en droite ligne avec la politique du gouvernement qui vise à renforcer, à faire justement du développement régional actuellement une activité majeure dans la région. Et au niveau de la cellule de coordination et de suivi des projets du Hod el-Sharqi, nous nous attellerons à ce que toutes les missions qui nous sont consignées, à savoir de coordination entre les différents intervenants, aussi bien les intervenants étatiques que les intervenants non étatiques, qu'on puisse réussir cette mission de coordination, mais aussi et surtout assurer un bon suivi de la mise en œuvre de ces programmes afin que donc, le programme puisse atteindre les objectifs qui ont été arrêtés par le gouvernement. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc moi, je réitère d'abord au nom des populations du Hod-Sharqi nos remerciements au Président de la République de pouvoir répondre très tôt avec le gouvernement à cette situation exceptionnelle au niveau de la région. Des instructions ont été données, les ressources financières ont été mobilisées. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'en fait, que ces populations, surtout, c'est un programme, comme je disais tout à l'heure, qui va corriger certains dysfonctionnements des programmes antérieurs qui ont connu des retards considérables. Et je pense qu'au niveau de la plus haute autorité de l'État, a constaté effectivement que ce dysfonctionnement et cette manière de le corriger. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que ce programme soit exécuté dans les meilleurs délais, qu'il puisse profiter à l'ensemble des populations concernées et que également ces populations soient rassurées et soient engagées. Comme je l'ai dit, on est en phase d'une période électorale, donc il serait nécessaire que ces populations soient dans une situation confortable pour apporter leur appui politique au gouvernement et au président de la République. Je vous remercie. Tant mieux, merci, et merci à nos invités qui ont bien voulu venir se prêter à nos questions et éclairer nos chers téléspectateurs sur cet ambitieux programme. Il s'agit de Cheikh Abdallah Ewa, coordinateur de la cellule de coordination, suivi et évaluation des projets et programmes de développement du Hod el-Sharqi, et M. Mohamedou Tijani, président du conseil régional du Hod el-Sharqi. Merci également à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à toute l'équipe de la El Mauritania, les techniciens, les caméramans, l'équipe de la régie qui ont permis la réalisation de cet énième rendez-vous de votre émission Zoom sur. À très bientôt. Au revoir.